Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre JT. Quelle place pour le télétravail alors que le retour au bureau paraît essentiel pour certaines entreprises? Comment trouver un juste équilibre? Corinne Pirinoli, directrice des ressources humaines de Monaco Télécom, sera notre grand témoin pour en parler ce soir. Dans ce journal également, qui se cache derrière l'affiche du Rolex Monte Carlo Masters 2024? Il s'appelle Éric Garance et nous sommes allés le rencontrer à son atelier à la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Du tennis, il en sera également question avec notre invitée Mélanie Antoinette de Massy, présidente de la Fédération monégasque de tennis, avec qui nous évoquerons le Tennis Europe Junior Masters qui débute ce mercredi au MCCC. Et enfin, J-1 avant Halloween, cette fête païenne s'invite dans notre quotidien et même dans les ateliers pour enfants. Reportage à découvrir dans ce JT. Le télétravail est apparu comme une solution d'avenir lors de la crise sanitaire. Mais quelle est sa place aujourd'hui? Alors que le retour au bureau paraît essentiel pour certaines entreprises, comment trouver un juste équilibre? À Monaco Télécom, le télétravail a été mis en place bien avant 2020. Elle a été une entreprise pilote en principauté dès 2016. Corinne Pirinoli, directrice des ressources humaines de Monaco Télécom, est notre grand témoin ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On a pu apercevoir au fil des années que notre rapport avec le travail a bien changé, bien plus encore après la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Le rapport a changé, les attentes des candidats et des salariés a beaucoup changé en fait. Ils ont de nouvelles attentes. On les avait déjà un peu pressenties, puisque chez Monaco Télécom, on avait mis en place le télétravail dès 2014 en mode pilote et ensuite, quand il y a eu la loi, on l'a complètement développé. Mais c'est vrai que la crise Covid, avec le confinement, a bouleversé tout cela et on n'est pas revenu du confinement exactement comme on y était rentré. Donc oui, il y a de gros changements. Pour Monaco Télécom, ça se traduit aujourd'hui par 60% de nos salariés qui sont toujours en télétravail, mais en mode hybride, c'est-à-dire télétravail un certain nombre de jours dans la semaine et pour le reste en présentiel au bureau. Est-ce qu'il y a besoin de recadrer ces pratiques ? Alors, nous, on l'a cadré tout de suite. D'abord parce que la loi sur le télétravail à Monaco autorise le télétravail à hauteur maximum des 2/3, donc de 3 jours. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de télétravail à 100%, mais bien un mode hybride. J'allais dire, l'avantage qu'on a chez Monaco Télécom, c'est qu'on est une entreprise à taille humaine, 250 collaborateurs. Donc 60% de nos collaborateurs qui sont en télétravail de 1 à 3 jours par semaine. Les 40 autres % ne sont pas en télétravail. Justement, est-ce que la présence au bureau reste essentielle pour une productivité beaucoup plus efficace ? La présence au bureau, elle est absolument vitale. Elle est vitale pour un opérateur télécom. Si on a un incident à gérer, on s'est rendu compte que d'avoir les gens sur place, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est important pour cultiver cette cohésion d'équipe également, d'être en présentiel au bureau. Oui. Dans les valeurs de Monaco Télécom, on a d'abord la proximité envers nos clients. Mais pour être proche de nos clients, il faut déjà qu'on soit proche entre nous. On a beaucoup travaillé pour être tous ensemble sur un même local, à un même étage. Il est très important que le cadre de travail que l'on propose, ce soit en fait un facteur d'émulation pour eux, de collectif. Donc on a mis en place, et on l'a beaucoup développé suite au Covid, des programmes de bien-être au travail, des programmes de sport, des programmes de prévention santé, des moments où en fait l'ensemble des collaborateurs se retrouvent, échangent. Mais pour autant, vraiment, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est l'équilibre. Et on a essayé aussi, via les managers, de nous adapter aux besoins de chaque métier. Oui, finalement, vous avez pu anticiper les limites du télétravail. Oui, on les a anticipés aussi parce qu'on avait été pilote, donc on avait mis en place ce mode d'organisation avant le Covid. Bon, le Covid a quand même tout balayé au sens où ça a été pour l'ensemble des collaborateurs et du 100%. L'hybride et le mode, pour moi, on ne reviendra pas, en tout cas sur certaines fonctions, sur un mode à 100% en présentiel.
notamment les jeunes en IT, en informatique, en ingénieur télécom. C'est même plus une question en fait qu'ils posent. Ce qu'ils regardent quand on les embauche, ils regardent, si je mets à part la rémunération, le cadre de vie au travail. Et dans le cadre de vie, le premier élément, c'est combien de jours de télétravail. Oui, ça a rabattu un petit peu toutes les cartes et même inversé la tendance où là, on va dire que le salarié est en position de force par rapport à l'employeur. Il y a deux choses en fait. Aujourd'hui, oui, c'est un peu plus difficile parce que notamment en France, ils ont des sociétés qui proposent 100% de télétravail. Mais les candidats qui, il y a 1 an et demi, nous disaient non, ça ne m'intéresse pas parce qu'en France, j'ai 100% de télétravail. Aujourd'hui, nous disent j'ai besoin de retrouver un cadre collectif. Donc, il y a quand même une attente, un besoin de donner du sens à son travail au travers d'une équipe. L'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'élargir un peu notre champ notre zone de chalandise, puisque le télétravail nous permet aussi d'aller chercher des candidats qui avant trouvaient que Monaco c'était un peu trop loin. Donc on peut aller aujourd'hui recruter au-delà de Sophia Antipolis, parce que si on leur propose 2 ou 3 jours de télétravail, l'effort de venir 2 ou 3 jours à Monaco est plus acceptable pour les salariés. Tout en mettant, on l'a bien compris, Corinne Piriloni, l'humain en haut de cette pyramide. Merci infiniment d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info pour évoquer donc ce sujet du télétravail. Merci. Mais je vous en prie. Dans le reste de l'actualité, Valérie Bruel-Melchior a été nommée ambassadeur de Monaco en France. Elle est une spécialiste des relations internationales. Elle a occupé de multiples fonctions à la mission permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies à New York, avant de devenir ministre conseiller auprès de l'ambassade à Paris en 2018. Valérie Bruel-Melchior succède ainsi à Christophe Steiner, l'actuel directeur du cabinet du Prince souverain. Dans un tout autre domaine, l'affiche du Rolex Monte Carlo Masters 2024 a été dévoilée dernièrement. Elle est l'œuvre d'Éric Garance, un artiste de la région. Anaïs Riu et Hugo Comassa ont voulu en savoir plus sur l'homme qui se cache derrière cette illustration en se rendant à son atelier. Regardez. Tout commence lors d'une visite pour une collaboration avec le Maybourne Riviera. Éric Garance se plonge dans le paysage qui s'offre à lui depuis les hauteurs et aperçoit la terre battue du Monte Carlo Country Club qui attire son attention. On a été au dernier étage du Maybourne, on a vu s'est révélé ce tournoi avec ces terrains en terre battue, orange. Et donc on s'est dit, ça serait génial un jour de travailler pour le Rolex Monte Carlo Masters. Et quelques mois plus tard, on a rencontré David et puis ça s'est fait. Monsieur le directeur général du Rolex Monte Carlo Masters, David Massé, qui est venu me voir et qui m'a dit, on aime bien ce que tu fais. On a vu, et on aimerait bien que ce soit un artiste d'ici, local, qui réalise l'affiche du prochain tournoi. Donc on y est allé, et puis on a pris des points de vue, et puis on s'est dit que ça serait intéressant de proposer un point de vue qui n'a jamais été vu encore du Rolex. Après avoir débattu entre 2 points de vue, il aura fallu 2 semaines complètes pour que l'artiste vectorise ses croquis à l'aide de son ordinateur, et l'affiche officielle du tournoi était prête, un cours principal entre mer et montagne. C'est une grande fierté en tant qu'artiste, mais c'est également un honneur immense que d'être appelé pour réaliser ce dessin. Je suis également illustrateur de la marque Côte d'Azur France, et donc c'est vrai que les couleurs de la région, je les connais bien. Mais c'est également un honneur, parce que Principauté de Monaco, forcément l'élégance, le chic, on peut difficilement faire mieux. En avril prochain, Éric Garance espère pouvoir organiser une séance de dédicace avec les meilleurs joueurs au monde. En attendant, l'affiche et ses produits dérivés sont à retrouver dans sa boutique et sur son site internet. Et bien avant le Rolex Monte Carlo Masters, le MCCC accueille à partir de mercredi le Tennis Europe Junior Masters. Le tournoi réunira l'élite des jeunes joueuses et joueurs européens et rassemblera les 8 meilleurs talents des catégories des moins de 14 ans et de moins de 16 ans. Pour en parler, nous sommes en duplex avec la présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte Carlo Country Club. Bonsoir Mélanie Antoinette de Massy.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous sur Monaco Info. C'est un peu les futures stars de la balle jaune qui vont fouler la terre battue du MCCC à partir de mercredi. Voilà, en effet, ce sont les catégories moins de 14 ans et moins de 16 ans, garçons et filles, du Junior Tour de Tennis Europe, donc du circuit européen junior qui dépend de la Fédération internationale de tennis. Alors, qui sont ces joueurs et ces joueuses? Est-ce que cette nouvelle génération est prometteuse? Oui, absolument. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire la liste des 32 joueurs. C'est sur notre site internet si quelqu'un est intéressé. Mais il y en a plusieurs, en effet. Il y a trois jeunes de nationalité turque. Donc, eux, je pense qu'il va falloir les garder à l'œil sur notre tournoi, mais aussi dans les années à venir. Il y a un jeune russe également dans la catégorie 14 ans et moins qui s'appelle Rybkin, qui, je pense, est très prometteur. Un jeune français aussi, qui s'appelle Daniel Jade, qui semble prometteur aussi. Je pense qu'on pourra avoir de belles surprises aussi dans les années à venir. Et chez les filles, il y a 4 filles de République tchèque, 2 par catégorie, et qui est vraiment un hasard. Enfin, elles se sont classées par rapport à leur classement respectif et les tournois qu'elles ont gagnés. Mais il y en a surtout 2, une jeune Kovakova dans les moins de 14 ans et Etlerova dans les moins de 16 ans qui, je pense, seront deux espoirs du futur tennis féminin. Au-delà de ce côté compétition, j'imagine que c'est galvanisant aussi pour eux de jouer sur les terrains du MCCC, capitale du tennis, chaque année au mois d'avril. Oui, bien sûr, pour eux c'est un rêve déjà de venir découvrir la principauté. La plupart ne connaissent pas. Donc nous essayons aussi avec le soutien du gouvernement princier, de la mairie de Monaco et de l'office du tourisme Visit Monaco de leur organiser des visites au musée, de leur donner des billets pour essayer de les motiver à connaître la principauté. Et c'est sûr que pour eux de jouer ici, de pouvoir peut-être jouer les finales sur le cours Prince Régnier III, c'est un rêve pour eux, oui. Vous parlez des grandes stars, il y en a qui ont gagné ce tournoi, ce Tennis Europe Junior Masters. Ah oui, absolument. Raphaël Nadal, par exemple, Alexander Zverev, pour parler des garçons. Sinon, Belinda Bencic a gagné, Cilic a gagné. Tsitsipas est passé par là. Enfin, ils ont tous, toutes les grandes stars d'aujourd'hui, y compris Federer. Ils n'ont peut-être pas tous gagné, mais en tout cas ont participé à ce tournoi, cet événement qui existe depuis 1996 et qui se joue à Monaco depuis 2021, la première édition ayant été annulée en 2020 dû au Covid. Justement, Mélanie Antoinette de Massy, en quoi c'est important pour Monaco, même si vous avez déjà donné quelques pistes dans votre réponse tout à l'heure, en quoi c'est important pour Monaco d'accueillir ce tournoi? Bien, écoutez, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. À l'époque, ma mère était toujours vivante, je lui avais demandé quelque sorte d'autorisation de discuter avec Tennis Europe pour pouvoir acquérir cette licence qui avait toujours été en Italie depuis sa création. Car évidemment, Monaco est connu dans le monde entier pour beaucoup de raisons, mais dans le tennis, de par le Monte Carlo Country Club et de par son tournoi, le Rolex Monte Carlo Masters, qui existe depuis 1897. Mais pour moi, c'était important finalement de montrer au monde du tennis que Monaco s'implique aussi chez les juniors, qu'on s'implique aussi au sein de notre fédération, mais à essayer de donner le meilleur possible à ces jeunes champions, à cette future élite du tennis mondial. Je pense que c'était important que Monaco trouve sa place dans ce circuit. L'édition 2023 sera particulière cette année avec un nouveau format, le passage au round robin. En quoi cela consiste? Ce tournoi, le Tennis Europe Junior Masters, a toujours été ce qu'on appelle en knockout, c'est-à-dire comme notre tournoi au mois d'avril par exemple, et comme la plupart des tournois de tennis où dès que vous perdez, enfin vous jouez jusqu'à que vous perdiez. Donc sur les 2 jours, vous allez affronter plusieurs joueurs. Et donc vous avez plusieurs chances. Si vous perdez votre premier match le premier jour, ça ne veut pas dire que vous êtes éliminé. Vous avez encore une chance avec votre match prochain le lendemain de pouvoir accéder aux demi-finales qui se joueront samedi et peut-être à la finale dimanche. Des finales qui seront à suivre en direct sur Monaco Info ce dimanche, donc à partir de 10 h. Merci infiniment Mélanie Antoinette de Massy d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous et j'encourage tout le monde à soit regarder Monaco Info tous les jours, mais surtout dimanche, ou de venir au Monte Carlo Country Club où les portes seront grandes ouvertes au public pour l'événement.
À partir de jeudi donc pour les matchs. Absolument, à partir de jeudi, 10 h du matin tous les jours. Merci beaucoup Mélanie-Antoinette de Massy. Merci à vous. Partons à la découverte à présent d'une exposition présentée jusqu'à dimanche au musée océanographique. Elle s'intitule Pôle des mondes fragiles et présente une série de photographies de Greg Lecoeur réalisées en Arctique et en Antarctique. Ce photographe de renom, niçois d'origine, est un artiste engagé. Derrière cette exposition, il veut éveiller les consciences. Le reportage de Yannick Debevert, Hugo Comassa et Julia Vial. Derrière ces clichés qui immergent les spectateurs au cœur des régions polaires se cache un travail acharné. Le photographe Greg Lecoeur et son équipe ont parcouru les océans pour découvrir le dessous des glaciers. Ils y ont d'ailleurs fait des rencontres inoubliables. Il y en a plusieurs, mais notamment une avec cette rencontre avec des phoques crabiers. Au départ, on avait été en Antarctique pour documenter l'un des plus grands prédateurs de la planète, qui est le léopard de mer. Et puis la nature nous a offert cette rencontre incroyable le long d'un iceberg avec 4-5 individus qui sont venus nous offrir un petit balai. Alors au début, ils étaient un petit peu farouches, ils ne savaient pas trop ce qu'on était, mais petit à petit, ils ont pris confiance. Et puis il s'est instauré un petit jeu de cache-cache entre les icebergs. Et ça a été vraiment un moment assez extraordinaire et les images parlent d'elles-mêmes. Véritable témoignage de l'état des régions polaires face au dérèglement climatique, le travail de Greg Lecoeur en collaboration avec l'Institut océanographique veut éveiller les consciences afin que chacun devienne un ambassadeur de l'océan. Cette exposition elle s'inscrit parfaitement dans les missions de l'Institut océanographique puisque depuis le prince Albert Ier, notre mission en tant que fondation est de faire connaître, aimer et protéger l'océan. Et il se trouve que cette exposition, elle vient en fait compléter notre parcours temporaire. Et en plus, il y a un petit fil qui est intéressant, c'est que dans le cadre de notre exposition, on invite le visiteur finalement à devenir lui-même témoin de ces grands bouleversements qui s'opèrent au pôle. Et en fait, là, on a un témoin extraordinaire à travers Greg Lecoeur qui nous livre du coup sa vision arctique et antarctique. Et donc l'idée, c'est plutôt de sensibiliser à travers la beauté de ce qu'on découvre, aussi bien en termes de biodiversité que de milieu, pour faire comprendre en fait la fragilité et le fait que les mondes polaires, leur avenir, c'est aussi le nôtre. L'exposition de Greg Lecoeur a d'ailleurs été diffusée dans plusieurs gares de France jusqu'au 31 août pour la rendre accessible au plus grand nombre. Désormais, elle n'est disponible qu'au musée océanographique. Attention, dépêchez-vous, elle prendra fin le 5 novembre prochain. Comment occuper vos enfants pendant les vacances scolaires, mais aussi tout au long de l'année? Apichou est devenue une référence pour les parents. Cette entreprise nomade organise de nombreux ateliers sur différents thèmes. Anaïs Riu et Olivier Bonello se sont rendus à l'un d'entre eux qui portait sur Halloween. Regardez. Citrouille, fantôme, sorcière, le thème du jour ne trompe pas. Clémence et son entreprise Apichou font briller les yeux autant des enfants que des parents avec un atelier créatif sur Halloween. Aujourd'hui, le thème de l'atelier, c'est la citrouille parce que nous sommes sur le thème d'Halloween. Les enfants peuvent vraiment peindre à la peinture acrylique une petite plateforme en forme de citrouille en bois et ils réalisent ensuite la décoration qu'ils veulent en fonction de leur imagination. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des citrouilles qui sont roses, des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, mais comme je dis à chaque fois, du moment que ça leur plaît, c'est vraiment le principal. Ça permet vraiment de couper avec le quotidien parce qu'on a vraiment une vie à 1000 à l'heure maintenant. On a toujours notre téléphone à la main. Là, voilà, on est vraiment centré sur notre enfant, on partage un moment avec lui et on rapporte ce souvenir à la maison. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le ressortir au travers des années, se remémorer le bon moment partagé en fait. C'est à la naissance de sa première fille, il y a 8 ans, que la jeune femme prend une décision audacieuse. Elle quitte son emploi pour se consacrer pleinement à son enfant, mais rapidement, elle réalise que les deux doivent davantage socialiser. En lançant ces ateliers créatifs, l'objectif est atteint. Clémence comble ce besoin et crée un espace d'échange et de rencontres en famille. C'est vrai qu'on aime bien faire des loisirs créatifs en famille. Et là, c'est vrai qu'on a le matériel, la thématique, qui se retrouvent entre copains. Donc, ils sont vraiment motivés et contents de le faire. Et ça leur permet de découvrir des choses un peu différentes de ce qu'on fait à la maison en famille. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est la thématique d'Halloween. Donc, les enfants adorent. Ils sont très, très heureux de participer. Tout au long de l'année, Apichou propose ses ateliers chaque semaine pour petits et grands. Et prochain thème à venir, la magie de Noël que la fondatrice attend avec impatience.
Il est l'heure à présent de votre rubrique Ceux qui font Monaco. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un métier devenu rare et ô combien utile, mais qui connaît depuis quelques années une forte popularité. Annie Pérez est couturière professionnelle. Son travail nécessite beaucoup de minutie et de patience. Bonsoir Julia Vial. Vous l'avez découvert en tournant cette rubrique. La couture révèle de nombreux avantages, Julia. Oui, effectivement, les points positifs, si vous faites appel à un couturier, sont très nombreux. Souvenez-vous, à l'époque de nos parents, la couture se transmettait de mère en fille et c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué de trouver un bon spécialiste. En principauté, MC Retouche est la référence et propose de nombreux services que nous allons vous faire découvrir dans quelques instants. Mais tout d'abord, place à son histoire. L'histoire d'MC Retouche, elle date depuis très très longtemps. En fait, c'était deux personnes, deux sœurs, qui se sont installées dans le marché à l'époque. Et elles étaient à l'étage en fait, elles étaient un petit peu cachées. Et puis elles ont travaillé là pendant quelques années. Et ensuite, quand ils ont restauré donc le marché, elles ont eu l'occasion de venir ici. Pour moi, la fermeture est claire, elle tiendra le pantalon. Au revoir mesdames. La passion, elle s'intègre à la couture en fait, parce que effectivement, lorsque vous faites de la couture, il faut avoir une certaine dextérité, il faut avoir une vision en fait. Quand vous faites quelque chose dans la retouche, il faut avoir la vision de la finition, de comment ça va donner au final, que ce soit du montage, que ce soit de la réalisation d'un modèle, que ce soit pour de la retouche aussi, parce que même pour la retouche, il faut quand même se donner l'idée de ce que ça va donner avant de pouvoir le commencer. Ça va de la simple retouche, c'est-à-dire un ourlet de pantalon, un ourlet de robe quand c'est trop long. Et puis ça peut aller aussi soit pour agrandir des modèles, soit pour rétrécir des modèles. Quelquefois, on a des vêtements qui sont depuis quelques années, mais qu'on a une belle texture, qui a une belle qualité, qu'on veut garder. Donc effectivement, s'il y a quelque chose à faire, c'est bien de venir et en fonction de ce que je peux proposer, voir si la cliente est satisfaite ou pas. Et on peut garder encore le vêtement encore quelques temps. Quelles sont les qualités, Annie, pour faire une bonne couturière? Oula. Eh bien, en fait, voilà, beaucoup de patience, parce que ça, il en faut. La passion, l'amour de ce qu'on fait et le travail bien fait, l'amour du travail bien fait. Et voilà, après, je ne sais pas quoi vous dire comme qualité en fait, parce que pour moi, j'ai toujours fait ça et ça me plaît et j'aimerais pouvoir continuer encore longtemps. Alors n'hésitez pas à franchir le pas si vous souhaitez donner un coup de jeune à toutes vos pièces fétiches. MC Retouche se situe juste à côté de la place d'Armes. Un dernier coup d'œil sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Bonsoir Christinda Thomel, quelle est la tendance pour la journée de mardi, la dernière d'octobre, Christinda? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, quelques passages nuageux sont à prévoir, mais dans l'ensemble, le mardi sera un jour ensoleillé. Les températures seront douces, elles seront comprises entre 14 et 21 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h03 et se couchera à 17h24. Et puis, nous fêterons les Cantins. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. On referme ce journal avec des photos de Stéphane Dana et l'émission Le Débat qui est à retrouver mardi à 21h sur notre antenne. Fabien Bonilla et l'abbé Christian Venard recevront deux invités en plateau pour aborder le thème de la toxicomanie et de la rédemption. Le magazine sera suivi de la diffusion du film Victor de l'ombre à la lumière de Brandon Dickerson. Passez une excellente soirée et à demain sur Monaco Info pour un nouveau JT.